Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'entretiens que nous consacrons au grand schéma précoce. Ces empreintes, vous savez, émotionnelles qui façonnent notre manière de voir le monde à travers des filtres, d'interpréter nos expériences et de réagir dans nos relations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un schéma particulièrement marqué par l'angoisse. Il s'agit du schéma de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom ? Eh bien, il y a la peur constante qu'un danger, une catastrophe ou une maladie grave puisse survenir à tout moment. Et l'impression de ne pas avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation. Pour nous aider à mieux comprendre ce schéma, je suis avec Pascal, psychanalyste, psychopraticien. Bonjour Pascal. Pour commencer, pourriez-vous rappeler brièvement ce qu'est un schéma en général et nous dire en quoi celui-ci de la vulnérabilité est-il particulier ? Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, donc le schéma constitue une empreinte émotionnelle et cognitive qui s'est ancrée très tôt dans la vie, généralement dans la prime enfance. C'est une sorte de filtre intérieur qui nous pousse à interpréter la réalité d'une manière tout à fait particulière et les expériences dans l'enfance sont primordiales en ce qu'elles se renouvellent systématiquement et durant une certaine période de temps. Donc le schéma de vulnérabilité, il repose essentiellement sur la croyance que le monde est dangereux et qu'on ne pourra pas se protéger de ce qui risque d'arriver. Donc la personne qui vit dans l'anticipation d'un danger constant, parce qu'elle s'imagine qu'une maladie, un accident, un cambriolage ou une catastrophe va lui arriver. Elle s'imagine toujours le pire des scénarios et se ressent donc dans une grande insécurité. Alors ce qui rend également ce schéma particulier, c'est qu'il ne reflète pas forcément la réalité objective, comme souvent avec les schémas d'ailleurs. Il n'y a pas de menace réelle, mais c'est le filtre intérieur émotionnel qui s'active et qui transforme l'environnement en source potentielle de danger permanent. D'accord Pascal, donc ce schéma finalement c'est vivre avec cette idée qu'une catastrophe est toujours sur le point d'arriver et qu'en plus on n'aura pas du tout les ressources nécessaires pour y faire face. Bon, très bien. Alors, vous venez de nous expliquer que ce schéma repose sur l'idée que le monde est dangereux et qu'on ne pourra pas se protéger. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans la vie de tous les jours ? Comment est-ce qu'on reconnaît ce schéma ? Alors oui, le schéma de vulnérabilité se traduit par une impression permanente que quelque chose de grave peut arriver à tout moment. Et donc plusieurs manifestations typiques de ce schéma sont rencontrées. Tout d'abord une anxiété constante, où la personne vit avec une inquiétude diffuse, une inquiétude qui lui fait percevoir une peur de tomber malade, d'avoir un accident, de perdre ses proches, ou alors de subir une catastrophe imprévue. Catastrophe imprévue qui engendre d'autres manifestations, comme celle de percevoir des scénarios catastrophes à chaque coin de rue. Et de ce fait, elle anticipe régulièrement le pire. Par exemple, un mal de tête devient la crainte d'une tumeur, un retard de proche devient l'angoisse d'un accident. Ensuite, on peut rencontrer de l'hypervigilance, qu'on peut très bien comprendre, puisque la personne, elle scrute en permanence les signes de danger. Alors elle peut vérifier, se rassurer, chercher à contrôler tout ce qui pourrait mal tourner. Mais malgré ces vérifications, bien, au fond d'elle-même, du point de vue émotionnel, toutes ces vérifications ne règlent pas l'empreinte émotionnelle qui s'est formée durant l'enfance. Et peut-être enfin, on peut parler de la difficulté à se sentir en sécurité, même dans des environnements stables. La personne, elle garde le sentiment que tout peut basculer d'un instant à l'autre.
Donc le fond de ce schéma, ce qu'il faut en comprendre, c'est pas seulement une peur rationnelle, c'est bien au contraire une peur irrationnelle. Tous les êtres humains peuvent craindre un danger de temps en temps. C'est normal dans certaines situations. On a tous un système d'alerte. Mais ici, c'est une peur chronique, c'est une peur exagérée, permanente, et qui domine la façon de vivre. Oui, alors donc pour bien comprendre ce schéma, c'est comme une alerte permanente qui est là. La personne va toujours s'attendre au pire et elle va vivre comme si une menace invisible était là et planait au-dessus d'elle en permanence, même quand finalement il n'y a aucun danger réel. Alors, vous venez donc de nous expliquer ce que vit une personne avec ce schéma, cette alerte permanente, ces scénarios catastrophes, l'impression que le monde finalement est dangereux en permanence. Mais j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux d'où vient cette peur constante. Quelles sont les expériences d'enfance ou d'adolescence qui peuvent mener à développer un tel schéma? Oui, effectivement, Frédéric, ce sont de très bonnes questions. Le schéma de vulnérabilité se construit le plus souvent très tôt, dans des contextes où l'enfant a intégré que le monde, eh bien, il est imprévisible, il est instable, il est menaçant. Alors, comme source fréquente de la naissance de ces empreintes émotionnelles qui vont plus tard donner ce sentiment d'imprévisibilité des choses, on retrouve souvent des parents anxieux ou surprotecteurs. Quand un enfant grandit avec des figures parentales qui répètent sans arrêt « Attention, le monde est dangereux » ou qui interviennent à outrance pour le protéger, eh bien, l'enfant apprend que l'autonomie, ça devient risqué et que la vie, bien, elle est pleine de menaces. On peut aussi penser aux expériences traumatisantes, un accident, une grave maladie, une perte précoce, des catastrophes vécues dans l'enfance qui marquent profondément l'enfant et l'installent dans la conviction eh bien, que tout peut basculer à tout moment. Donc on s'imagine bien le vécu de l'enfance d'une personne qui vit ultérieurement avec cette empreinte émotionnelle. À tout moment, finalement, le volcan peut exploser. Alors on a aussi les climats familiaux instables, lorsque les parents eux-mêmes sont porteurs d'une certaine fragilité, qui sont eux-mêmes imprévisibles, qui se sentent en insécurité. Alors en insécurité pour plusieurs motifs. Les motifs de la vie courante, comme des difficultés financières, des conflits, des migrations, des violences. L'enfant qui accompagne ses parents intègre progressivement sur la durée et avec systématiquement au quotidien eh bien, cette empreinte que la vie elle est dangereuse et que il n'aura pas de soutien suffisant pour faire face aux événements de la vie. Et puis enfin, on peut peut-être parler du manque de figures sécurisantes. L'enfant a besoin d'être sécurisé. Or là, il se trouve que l'enfant, il ne trouve pas d'adulte suffisamment rassurant pour lui transmettre le sentiment et l'idée qu'il peut se sentir en sécurité, qu'il peut effectivement gérer les imprévus. Et au fond, l'enfant garde en lui toujours cette impression de vulnérabilité. Donc oui, ce schéma apparaît quand l'enfant a grandi dans un environnement qui lui a appris à anticiper le danger en permanence, plutôt qu'à développer un sentiment de sécurité et de confiance. Alors oui, en résumé, ce schéma, bien, on voit, il prend racine soit dans un climat de peur, transmis par les parents la plupart du temps, soit dans des expériences traumatisantes ou instables, et qui vont donner à l'enfant bien l'impression que la vie est toujours menaçante et qu'il ne peut donc pas compter sur une sécurité solide. Alors tout d'abord extérieure, et puis après ça va se créer une insécurité intérieure. Alors
Donc vous venez de nous expliquer comment ce schéma peut se construire dans l'enfance et on a vu avec d'autres schémas que c'est bien souvent le cas. Ces schémas se construisent dans l'enfance et à travers donc des expériences là pour le schéma vulnérabilité, de peur ou d'instabilité. Mais une fois adulte, comment ce schéma se traduit-il au quotidien ? Quels sont les comportements ou les ressentis que l'on va observer chez les personnes qui vivent avec cette impression de danger permanent ? Alors à l'âge adulte, comme nous l'avons vu au départ dans l'enfance, le schéma de vulnérabilité continue à s'exprimer et il s'exprime de plusieurs manières. Alors tout d'abord, une petite parenthèse, ce qui devient le schéma de vulnérabilité à l'âge adulte n'était pas un schéma de vulnérabilité dans l'enfance, mais dans l'enfance, c'était une manière de fonctionner du fait des événements vécus. Et c'est ce vécu de l'enfant qui forme l'empreinte. Donc à l'âge adulte, le schéma de vulnérabilité, eh bien, il s'exprime de plusieurs manières, et toujours autour de cette idée qu'une catastrophe va arriver et que la personne sent qu'elle ne pourra pas y faire face. Alors on a plusieurs manifestations fréquentes de ce schéma de vulnérabilité. C'est bien entendu l'anxiété chronique. La personne vit sans arrêt dans l'inquiétude. Même dans des situations de la vie ordinaire, eh bien, elle s'imagine que quelque chose va mal tourner. La casserole va se renverser, l'ampoule au plafond, elle va tomber ou elle va s'éteindre, voilà. Des scénarios catastrophes, donc chaque chose est amplifiée, tous les signes du quotidien s'amplifient. Un simple symptôme bénin devient une maladie grave, un retard d'un ami, de la personne aimée, devient l'annonce possible d'un accident, un bruit suspect devient une menace, et donc il y a en permanence une recherche de réassurance. La personne demande aux autres de la rassurer. Elle prononce souvent des phrases comme tu crois que c'est grave, t'es sûr que ça va aller. Alors cela l'apaise un moment, mais l'angoisse, elle revient aussitôt puisque, encore une fois, c'est une empreinte émotionnelle et on ne se débarrasse pas des empreintes émotionnelles juste en se disant que on va la retirer de soi, on va l'enlever. C'est un peu plus complexe, il faut travailler sur ces empreintes pour pouvoir les transformer. On assiste aussi à des évitements de certaines situations. La personne, eh bien, comme elle a peur de conduire, eh ben, elle va limiter ses déplacements, ce qui va forcément avoir un impact important sur sa vie. Elle peut éviter les voyages, elle peut refuser de prendre des risques, ne pas monter dans un avion. Elle va tout faire pour rester dans des environnements sûrs, mais tout ça, ça se paye au prix d'un isolement. Et tout ça engendre évidemment la difficulté à se projeter dans l'avenir, puisqu'on craint déjà tout ce qui va se produire au présent. Donc la difficulté de se projeter, du fait de cette anticipation du pire, eh bien, empêche de faire des projets, de s'engager, et là encore une fois, par la peur d'une catastrophe qui vienne anéantir le projet que l'on pourrait avoir. Donc l'adulte vit en permanence dans une sorte d'alerte constante, permanente, comme si le sol pouvait s'effondrer à tout moment sous ses pieds, à tout instant. Voilà. D'accord Pascal, donc on voit bien que à l'âge adulte, ce schéma, eh bien, il va enfermer la personne dans cette peur constante ressentie. Elle va vivre comme si elle était en danger en permanence et donc s'attend toujours au pire, ce scénario catastrophe, et finit parfois par restreindre sa vie en fait pour se protéger. Donc merci Pascal de nous avoir décrit
tout cela très, très clairement. Et donc les manifestations adultes, hein, cette anxiété chronique, ces scénarios catastrophes, l'évitement des situations jugées risquées. Mais j'imagine que les personnes ne réagissent pas toutes de la même manière. Quelles sont les grandes stratégies qu'on peut observer face à ce schéma? Alors les grandes stratégies que les personnes utilisent face au schéma, alors ces modes de réaction, elles sont communes à tous les schémas. On en a déjà parlé dans des schémas précédents. C'est principalement la capitulation. La personne, elle abandonne, elle se dit bon bah voilà, je vais vivre sous l'emprise de la peur. Je restreins mes activités, je limite mes projets, je vis dans l'angoisse permanente d'une catastrophe. Et puis, au pire ou au mieux, je vais chercher des anxiolytiques chez mon médecin. Ensuite, il y a l'évitement, où la personne elle cherche à fuir ce qui pourrait réveiller l'angoisse. Donc, elle évite les voyages, hein. Comme dit tout à l'heure, elle prend pas l'avion, prend pas le train, prend pas la voiture. Elle évite certains lieux, elle fuit ou contourne certaines responsabilités de crainte que là encore, en prenant des responsabilités, il se passe quelque chose de catastrophique. Et puis bien, on imagine bien que la personne, comment dire, la personne, elle consomme des produits qui vont essayer de la calmer, de la détendre. Euh, Parfois, il y a des personnes qui tombent dans l'alcoolisme à cause de situations, de schémas, d'anxiété chronique. Tout ça pour anesthésier la peur de penser à ses propres peurs, quoi, en fait, hein. Et enfin, on a la compensation, qu'on appelle aussi la contre-attaque, où la personne, eh bien, à l'inverse, elle va réagir en voulant tout contrôler. Donc elle planifie à l'excès, elle se surprotège, elle devient hyper vigilante, euh, ce qui peut tourner parfois à l'obsession. Donc vérifier sans cesse les assurances, qu'on soit bien protégé, dégâts des eaux, etc., etc. Les symptômes de santé. Donc la personne peut très bien s'affilier à plusieurs contrats d'assurance santé. Et puis elle va baliser des issues de secours. Comme elle s'imagine le pire, eh bien elle met des portes où elle se dit bon bah s'il se passe ça, je passe par là pour m'enfuir. S'il se passe ça, bah, je sors par là pour me protéger. Et donc toutes ces réactions, qui sont au nombre de trois, hein, donc la capitulation, l'évitement et la compensation, ce sont des manières d'essayer de se protéger. Mais en réalité, elles entretiennent le schéma, hein. C'est un petit peu comme un serpent qui se mord la queue. euh, et, et ces mesures de protection, en fait, elles ne font que confirmer à la personne qu'elle est au final en danger et incapable de gérer l'imprévu. Oui, comme vous nous l'avez rappelé, Pascal, il y a toujours ces trois modes de réaction, hein, la capitulation, l'évitement et la compensation. Et donc, par rapport à ce schéma, on vient de voir que soit les personnes se résignent à vivre dans la peur, d'autres vont fuir pour éviter de la ressentir, et d'autres encore vont essayer de tout faire, de tout contrôler pour ne pas être pris au dépourvu. Mais au final, le sentiment de danger, il va rester intact. Alors, ce que vous nous décrivez est à la fois très clair et très parlant, mais cela doit sembler être un peu décourageant pour ceux qui vivent dans cette peur constante. Elles doivent se poser la question, mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Et donc, cette question qui se pose, comment peut-on s'en sortir de ce schéma de vulnérabilité? Quelles sont les pistes qui existent pour aller vers plus de confiance, plus de calme et de sérénité intérieure? Oui, alors pour se sortir d'un schéma, et ce que je vais dire là concerne pratiquement tous les schémas, euh, les pistes de changement euh, sont toujours liées à premièrement
une prise de conscience du schéma, c'est-à-dire se rendre compte qu'effectivement je suis tout le temps dans un stress permanent à me demander ce qui va me tomber dessus. Donc ça c'est la première étape, c'est l'étape principale, et reconnaître que cette peur permanente, eh bien, elle habite vraiment en moi. euh, mais comme souvent depuis l'enfance, cette peur, elle est là, permanente. On finit tellement par s'y habituer qu'on est presque incapable de la reconnaître. En fait, c'est devenu un mode de fonctionnement courant chez la personne. Et c'est bien ça, c'est bien là où réside le danger du schéma. C'est que l'empreinte, elle façonne presque l'identité complète de la personne. Donc, reconnaître tout d'abord le schéma et se dire que ce qu'on ressent, cette peur qu'on ressent, ben c'est pas une peur objective, elle ne correspond en rien à la réalité, mais que c'est un filtre émotionnel qui a été hérité du passé. Ensuite, il faut apprendre progressivement à tolérer l'incertitude. La vie comporte toujours une part d'imprévu. La sécurité absolue, ben, ça n'existe pas. Et donc on peut apprendre à vivre avec cette incertitude sans qu'elle devienne un élément paralysant. En s'exposant progressivement aux situations qu'on redoute, eh ben, on va petit à petit désapprendre la peur en s'exposant par petites étapes. On va commencer par un petit trajet en voiture, on va faire une petite activité nouvelle, on va prendre une décision tout seul. Et tous ces petits pas permettent de constater qu'en fait le danger, il n'est pas aussi fréquent ni insurmontable qu'on se l'imagine. Tout ça, bien sûr, ces petits pas réussis renforcent la confiance en soi, ce qui permet de développer des ressources personnelles, des ressources nouvelles, des ressources insoupçonnées, des ressources qu'on ne pensait pas avoir et qui finalement se révèlent au fur et à mesure qu'on avance dans le règlement du schéma. On commence à développer des compétences pratiques, on développe son autonomie, on développe des stratégies de gestion de son stress, et tout ça, ben, ça donne un sentiment de solidité qui s'accentue avec le temps face aux imprévus dont on pensait qu'ils allaient arriver là tout de suite presque. Voilà. Et puis enfin, il y a le travail de la thérapie, quand vraiment on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, et notamment la schémathérapie qui a été étudiée, on pourrait dire presque techniquement, pour traiter les schémas en général. Et donc cette méthode thérapeutique permet de revisiter les expériences précoces, celles où l'empreinte émotionnelle s'est figée, s'est imprimée dans l'enfant, dans notre enfant intérieur, comme on dit aujourd'hui, on a souvent cette expression d'enfant intérieur. Et donc cette visite, cette revisite de ces moments permet de désamorcer les scénarios catastrophes d'aujourd'hui et de construire un sentiment plus stable de sécurité pour justement cet enfant intérieur qui a été un petit peu bousculé. Donc l'objectif, c'est pas d'éliminer tous les risques de la vie, c'est d'apprendre à se sentir capable d'y faire face, plutôt que de vivre en permanence avec la peur d'une menace constante. Oui, c'est tout à fait compréhensible. En fait, l'idée, ce n'est pas de nier qu'il y ait des dangers possibles, il en existe toujours, mais c'est d'apprendre à vivre avec l'incertitude, apprendre à se confronter progressivement à ce qui fait peur. Par cette confrontation, à renforcer la confiance en soi pour ne plus se sentir dans ce danger permanent. Alors merci beaucoup Pascal pour toutes ces explications et avant de conclure sur ce schéma, j'aimerais que vous posez une ultime question. Quel est le message essentiel que vous aimeriez laisser aux personnes qui vont se reconnaître dans ce schéma de vulnérabilité ? Alors s'il y a des personnes qui se sentent, comment on dit, visées, c'est pas le terme exact, mais
Si elles se sentent quelque part dans la symptomatologie du schéma de vulnérabilité, eh bien la première chose qu'on peut leur dire, c'est que la peur qu'elles ressentent ne reflète pas la réalité qu'elles vivent. C'est une peur qui vient du passé, c'est une peur qui s'est imprimée dans des situations de vie qui ont eu lieu dans l'enfance et qui se sont prolongées dans le temps, jusqu'à devenir cette fameuse empreinte émotionnelle. Et que tout ça, c'est pas une fin en soi, c'est pas une condamnation. Souvent les personnes sont beaucoup plus solides qu'elles ne le pensent, et même si la vie comporte des imprévus, car elle en comporte, eh bien nous avons tous des ressources en nous pour y faire face. On peut apprendre à se sentir en sécurité sans avoir besoin de contrôler en permanence ou d'éviter le monde sans arrêt. Donc le schéma de vulnérabilité, bien qu'étant une empreinte ancienne, eh bien elle peut être transformée. Alors on supprimera jamais totalement la peur, mais on apprendra à vivre avec beaucoup plus de confiance, ce qui va engendrer beaucoup plus de liberté. Oui, merci Pascal de nous rappeler qu'en effet, se sentir vulnérable, ce n'est pas une fatalité. Finalement, c'est reconnaître que cette peur, c'est une empreinte, c'est un héritage, mais qu'on peut tout à fait la transformer en développant plus de confiance en soi, plus de confiance en la vie aussi. Merci infiniment pour ce message rassurant et merci à vous qui nous écoutez et à très bientôt pour un prochain podcast. Merci Frédéric, merci à vous qui nous avez écoutés et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain podcast autour d'une nouvelle étude, autour d'un nouveau schéma.